25 décembre 1991. Devant les caméras du monde entier, le président Mikhaïl Gorbatchev, à la tête d'un empire en miettes, déclare solennellement la fin de l'URSS. Я покидаю свой пост с тревогой, но и с надеждой, с верой в вас, в вашу мудрость и силу духа. Желаю всем вам самого доброго. En quelques minutes, l'adjectif soviétique est banni du vocabulaire. Avec lui disparaît le bloc communiste qui a fracturé le monde d'après-guerre, mais aussi l'armée rouge, la grande armée soviétique, qui avait forgé sa légende en remportant la victoire contre le nazisme. Été 45. Des trains bondés quadrillent le territoire de l'URSS au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Près de 9 millions de soldats rentrent au pays. Anatoly Guénatoulin était l'un d'entre eux. Nous sommes partis en guerre, gamins de 17-18 ans, sans premier amour dans nos cœurs pour traverser ce cauchemar. Nous n'avons pas eu d'adolescence ni de jeunesse. Tous, nous sommes revenus mutilés. L'armée rouge a gagné la Grande Guerre patriotique. Ses soldats s'attendent à être accueillis en héros. Mais sur ce territoire dévasté, où 25 millions de personnes n'ont plus de toit, leurs espoirs sont douchés. L'aide promise par la propagande est dérisoire. Les emplois difficiles à trouver. Les invalides de guerre n'ont d'autre choix que de s'adonner au marché noir ou à la mendicité. Quant aux prisonniers de guerre, dont la moitié seulement a survécu au mauvais traitement, au travail forcé, à la famine organisée par les nazis, ils sont dès leur retour suspectés de trahison. Igor Trapitsine se souvient de son retour au pays en juillet 1945. Mitraillettes, chiens policiers, ça nous a quand même un peu surpris. Le SMERSH, le contre-espionnage militaire, nous a internés derrière les barbelés. Considérés comme dangereux, les prisonniers de guerre passent sans transition du camp nazi au camp soviétique. Les autres sont condamnés aux unités disciplinaires de l'armée rouge ou transférés dans les bataillons de reconstruction, tout aussi harassants. Pour Staline, la gloire de l'armée rouge est révolue. Aux yeux du dictateur, elle est devenue trop puissante, trop populaire. Personne, pas même son armée, ne doit lui faire de l'ombre. À partir du 24 décembre 1947, une série de mesures battent en brèche l'héritage glorieux de l'armée rouge. Le 9 mai, jour de la victoire sur le nazisme, ne sera plus férié.
Les allocations attribuées aux vétérans médaillés sont supprimées. Le maréchal Zhukov, le héros de Stalingrad, est tombé en disgrâce au lendemain du conflit mondial. Son trésor de guerre et son amitié avec le traître Vlasov ont servi de prétexte à Staline pour se débarrasser de lui. Le général Vlasov, passé à l'ennemi pendant la guerre, est condamné pour haute trahison et pendu en 1946. Zhukov est relevé de ses fonctions par le Politburo et envoyé en mission à Odessa, en Chine, puis aux confins du Turkestan, le plus loin possible de Moscou. En 1949, Staline ordonne de débarrasser les villes du RSS de leurs mendiants et grands mutilés de guerre. C'est le dernier clou planté dans le cercueil de l'armée rouge. Tous, avec nos décorations et nos médailles, nous sommes devenus des lavettes, des chiffons avec lesquels on pouvait laver le plancher, témoigne Grigory Pomerantz, engagé volontaire dans l'armée rouge pour défendre Moscou à l'automne 1941. Le pouvoir nous disait « Vous imaginez être quelqu'un ? Eh bien non. Vous êtes des héros. » La Grande Guerre patriotique a laissé place à un nouveau conflit. La conférence de Potsdam, en juillet 1945, a réuni Staline, le Britannique Churchill et le président américain Truman. Censée jeter les bases de l'après-guerre, elle n'a fait qu'entériner l'affrontement inévitable des deux systèmes en présence. Communistes et capitalistes sont désormais face à face. Via le plan Marshall, le président Truman aide matériellement 16 pays du bloc occidental. Les pays libérés par l'armée rouge se retrouvent dans la sphère d'influence soviétique. L'Allemagne est divisée en plusieurs zones d'occupation, comme Berlin, sa capitale. Suite au blocus d'1 an mené par Staline pour asphyxier Berlin, la partition de l'Allemagne est actée, de même que celle de l'Europe. L'opposition Est-Ouest se matérialise par un rideau de fer qui fracture le continent. Le monde est entré de plein pied dans la guerre froide. « 9 mars 1953. 4 jours après sa mort, Staline a droit à des funérailles grandioses. Venus en masse des 4 coins de l'Empire, les Soviétiques rendent un dernier hommage au tyran qui a régné sur eux pendant près de 30 ans. Дорогие товарищи и друзья, народы нашей страны могут быть уверены в том, что коммунистическая партия и правительство Советского Союза не пощадят своих сил и своей жизни для того, чтобы сохранить стальное единство рядов партии и руководства. Lavrenti Beria, le chef du NKVD, la police politique, et Nikita Khrouchtchev, qui a organisé les funérailles, incarne la nouvelle direction de l'Union soviétique. Déjà, il s'apprête à liquider l'héritage de Staline.
Le maréchal Zhoukov, tiré de son exil dans l'Oural, est rappelé à Moscou. Le 14 mai 1955, il signe le pacte de Varsovie, une alliance militaire créée pour faire front à l'OTAN, le bras armé de l'Occident. Pour le maréchal soviétique, c'est un retour en grâce. Nommé ministre de la Défense par Khrouchtchev, il s'emploie à réhabiliter le souvenir de la Grande Guerre patriotique. Zhoukov fait poser des stèles, élever des statues à Stalingrad, Leningrad ou Minsk. Dès le jardin d'enfants, on vivait dans une sorte de célébration perpétuelle de la guerre, se rappelle un habitant de Minsk. La maîtresse nous a emmenés devant le monument dédié à Marat Kazay. Regardez les enfants, c'est un jeune héros. Il n'avait que 14 ans quand il s'est fait exploser, avec une grenade, en tuant beaucoup de fascistes. Quand vous serez grand, vous devrez être comme lui. J'étais sûr de m'engager dans l'armée dès que j'aurai fini mes études secondaires, conclut-il. Les vétérans invités à témoigner en salle de classe créent des vocations. Après les années noires de l'après-guerre, faire carrière dans l'armée redevient attractif. Le 25 février 1956, au 20e congrès du PCUS, Khrouchtchev, qui s'est emparé du pouvoir, officialise la déstalinisation en divulguant son rapport secret sur les crimes de Staline. Il y condamne aussi le culte de la personnalité et annonce la libération des prisonniers de guerre incarcérés. 1,5 million de ces vétérans voient rétablir leur allocation, supprimée 10 ans plus tôt par Staline. Diffusé partout en Europe centrale, le rapport Khrouchtchev alimente les espoirs de libéralisation des pays frères. Dès le 28 juin 1956, des émeutes éclatent en Pologne. Elles se propagent rapidement en Hongrie, où les manifestants réclament l'indépendance et la démocratie. Khrouchtchev et Zhoukov envoient l'armée rouge mater l'insurrection. Quand les chars soviétiques entrent à Budapest, le 24 octobre 1956, la situation se révèle plus explosive que prévu. Place des Héros, la statue de Staline a été déboulonnée. La veille, la police politique a tiré sur les étudiants. Pour se défendre et faire face, les manifestants se servent dans les dépôts d'armes de l'armée hongroise. Depuis les toits, des grenades et des cocktails Molotov sont jetés sur les tanks. Les soldats sont débordés. La situation échappe de plus en plus au Kremlin.
Le 4 novembre, ce ne sont pas moins de 2500 blindés soviétiques qui envahissent Budapest. Les directives de Zhukov sont sans équivoque. Nettoyer la canaille, désarmer la contre-révolution. Si nous quittons la Hongrie, déclare Khrouchtchev, les impérialistes américains, britanniques et français percevront cela comme une faiblesse de notre part et partiront à l'offensive. Nous n'avons pas le choix. Fin novembre, l'insurrection est écrasée. Les chiffres officiels déclarent 2500 victimes côté hongrois, plus de 19 000 blessés et 10 000 arrestations. À la faveur du chaos, 180 000 personnes se sont enfuies à l'ouest. L'Armée rouge a fait ses preuves dans sa nouvelle mission de maintien de l'ordre. C'est le moment pour Zhukov de professionnaliser son armée. Les soldats ne seront plus réquisitionnés pour les travaux agricoles ou toute autre tâche qui ne relève pas de leur fonction. Dans le même temps, Zhukov réduit drastiquement les effectifs. En l'espace de 2 ans, l'armée rouge passe de 5 à 3 millions d'hommes. Ses équipements et son armement sont modernisés pour concurrencer l'arsenal américain. Dans le contexte de la guerre froide, la bombe atomique a tout changé. Le monde est entré dans ce que l'on appelle l'équilibre de la terreur. Conçu dès 1949 par des scientifiques nazis dans les laboratoires du NKVD, l'arme nucléaire ne doit pas échapper au contrôle de l'armée. Zhukov obtient de superviser ce secteur en pleine expansion. Les États-Unis ont déjà produit plus de 3000 ogives nucléaires, quand l'URSS n'en compte guère plus de 300. Le 14 septembre 1954, lors de l'opération Boule de neige, une bombe atomique est lancée à 8000 mètres d'altitude, au sud des monts Oural. Zhukov observe l'essai nucléaire à 10 km de l'explosion, qui souffle les casquettes des observateurs. L'irradiation des soldats et des populations environnantes demeure aujourd'hui encore un sujet tabou. Ces armes sont mises au point au sein de villes cachées, construites dans les années 40, pour accueillir ceux qui travaillent dans les domaines ultra-sensibles du nucléaire, des armes biologiques ou chimiques. Ces villes ne sont indiquées sur aucune carte. Les militaires et les scientifiques qui y vivent sont sous la surveillance constante du KGB, le nouveau nom du NKVD, la police politique. Un scientifique qui a vécu dans l'une de ces villes préfère évoquer les avantages dont il bénéficie. Nous y étions bien payés,
20% de plus qu'ailleurs. Et nous pouvions acheter des choses auxquelles le reste du pays n'avait pas accès. Dans nos magasins, on trouvait des saucisses, une denrée rare en Union soviétique. En parallèle au nucléaire, Américains et Soviétiques se sont lancés dans une compétition d'un nouveau genre, la conquête spatiale. L'ingénieur militaire Sergueï Korolev, qui conçoit des missiles à longue portée, convainc Zhukov qu'ils peuvent aussi percer la stratosphère et même envoyer des hommes dans l'espace. Le programme spatial est placé sous l'autorité de l'Armée rouge. Le lancement de Sputnik 1, le 4 octobre 1957, est un succès. Le mois suivant, Sputnik 2 entre en orbite. À son bord, Laïka, une chienne errante trouvée dans les rues de Moscou. Elle sera le premier être vivant à naviguer dans l'espace. La petite chienne mourra 7 heures après le lancement de la fusée. Le temps de prouver qu'il est possible de survivre aux effets de la pesanteur. Dans la compétition qui les oppose à l'URSS, les États-Unis sont loin derrière. Pour rattraper leur retard, ils créent la NASA et investissent massivement dans les vols habités. Entre 1957 et 1961, les États-Unis multiplieront par 7 le budget de l'agence spatiale, jusqu'à talonner les Soviétiques. Mais là encore, ils sont coiffés au poteau par l'Armée rouge. Le 12 avril 1961, Radio Moscou diffuse un communiqué qui sidère le monde. Говорит Москва. Говорит Москва. Передаем сообщение ТАСС о первом в мире полете человека в космическое пространство. Yuri Gagarin, un militaire de 27 ans, tourne en orbite à la vitesse de 28 260 km à l'heure. L'ingénieur Korolev a supervisé la préparation du vol. Земля, я космонавт. Наблюдаю Землю, различаю складки местности, лес, реки, облака, облака кучевые. Кругом все красиво, красота. Après 2 heures de vol, Gagarine est de retour sur Terre. En une journée, il est devenu une légende. Tout le monde était dans la rue, se rappelle Margarita Pogrebitskaya. On riait, on s'embrassait, on pleurait. Svetlana Alexeyevitch se souvient de la réaction de son père. Il s'était mis à croire dans le communisme. Grâce à Gagarine, nous étions les premiers. Rien ne nous était impossible. Ce triomphe est avant tout celui de Sergueï Korolev, l'ingénieur en charge du programme spatial. Mais aux yeux du monde, c'est celui de Khrouchtchev.
En 1962, un an après la construction du mur de Berlin et l'élection de John Fitzgerald Kennedy à la présidence des États-Unis, le monde retient son souffle. Good evening, my fellow citizens. This government, as promised, has maintained the closest surveillance of the Soviet military buildup on the island of Cuba. La crise des missiles à Cuba est à deux doigts de jeter les deux superpuissances dans une guerre atomique. Pour calmer le jeu, Kennedy et Khrouchtchev s'engagent sur la voie de la détente. La diplomatie permet de renouer le dialogue. Pour autant, les États-Unis et l'URSS continueront de se faire la guerre par pays interposés. Au Vietnam, au Moyen-Orient, en Amérique latine. L'armée rouge fournit à ce que la propagande nomme la lutte des opprimés, des fusils mitrailleurs Kalachnikov, des missiles solaires, des avions de chasse, des instructeurs militaires. La jeunesse soviétique se passionne pour l'internationalisme, particulièrement Cuba et sa révolution castriste. Margarita Pogrebitskaya était étudiante en médecine. Nous rêvions tous de Cuba. Nous étions si faciles à tromper. Mais quand même, je n'oublierai jamais cette époque exaltante. Les rêves de liberté portés par les damnés de la terre reviennent comme un boomerang dans le giron de Moscou. En Tchécoslovaquie, le printemps de Prague défie le Kremlin. Alexandre Dubček, le premier secrétaire du PC local, promeut un socialisme à visage humain. Ces réformes vont de la suppression de la censure au multipartisme et passent par l'arrestation du chef de la police politique. L'histoire se répète. Dans la nuit du 20 au 21 août 1968, 300 000 soldats du pacte de Varsovie, dont une majorité de soviétiques, envahissent la Tchécoslovaquie. Léonid Brejnev, le successeur de Khrouchtchev, a envoyé l'armée rouge rétablir l'ordre. Le soldat Boris Chmelov s'imagine déjà rentrer chez lui en héros. Nous nous attendions à un groupe pitoyable de contre-révolutionnaires que nous vaincrions rapidement. On imaginait la joie et la reconnaissance des Tchécoslovaques, les fleurs qui volent sous nos chars, comme en 1945. Les tankistes ne se doutaient pas que les Tchèques approuvaient massivement les réformes de Dubček. L'incompréhension est totale. Les visages des gens dans les rues se sont durcis, se souvient le soldat Chmelov. « Que venez-vous faire ici ?» ont-ils demandé, en examinant notre équipement. « Vaincre la contre-révolution. Mais regardez, nous vivons heureux ici, et il n'y a pas de contre-révolution. » Le dialogue de sourds se répète à chaque carrefour, sur chaque blindé.
D'abord pacifique, la confrontation se tend au fil des heures. Les manifestants se postent devant le bâtiment de la radio publique, qui continue à dénoncer l'invasion. Les troupes du pacte de Varsovie ouvrent le feu. Loin de calmer le jeu, ce coup de force réarme la détermination des Pragois, qui recouvrent les noms de rues de peinture blanche pour désorienter les envahisseurs. Sur les vitrines des magasins, les commerçants placardent des messages hostiles aux grands frères russes. Les commerces de bouche refusent de vendre de la nourriture aux soldats étrangers. Le haut commandement soviétique était persuadé que la population tchécoslovaque les nourrirait. Rien n'a été prévu pour les approvisionner. Le 22 août, mis sous pression par Brejnev, Dubček capitule. Le printemps de Prague a vécu. Mais Moscou maintient ses troupes sur le sol tchécoslovaque. L'armée rouge est déboussolée. Certains officiers sont convaincus que les manifestants étaient manipulés par l'Occident et que l'armée soviétique a empêché la Troisième Guerre mondiale. D'autres pensent que la répression de Prague entache la réputation de l'armée rouge et risque d'entraîner de nouvelles secousses. Le questionnement des officiers fait écho au désarroi des soldats. La recherche et le développement de l'arsenal militaire absorbent une part de plus en plus importante du budget de la défense, au détriment de leurs conditions de vie. Dans les casernes surpeuplées, chaque soldat dispose de moins de 2 mètres carrés, lit compris. La cantine est une déception sans cesse renouvelée. Des rations minuscules. Aucun produit frais. Отбой. А как горит спичка, вы должны отбиться. Le harcèlement est le lot quotidien des jeunes recrues. Le réalisateur Alexei Khanyutin en rendra compte dans un documentaire saisissant. Жегусов, тебя майор Хомутов неужели не научил быстро отбиваться, а? Я смотри, дал тебе лишнее. Свиря! А почему ты не успеваешь? Что ты успеваешь? Бегом! 5 секунд тебе, понял, да? Изо всей силы бежишь. Куда? К оружейной комнате, куда? Там, блядь, там пиздец, ебут, понял, да? И ты туда бежишь, понял? Бегом! 5 секунд. Марш! 1, 2, 3, 4, 5. Ко мне! Сука. Это что, штаны падают, да? А, штаны падают. La violence, le racket, le viol se généralisent dans les casernes. Le racisme s'y manifeste avec la plus grande brutalité. А почему ты нахуй не успеваешь, а?
L'écrasante majorité des officiers sont russes. Les autres nationalités sont cantonnées aux échelons subalternes. L'armée rouge est devenue un repoussoir. Les plus diplômés cherchent par tous les moyens à éviter la conscription. Entre 1954 et 1978, le nombre de jeunes qui tentent d'échapper au service militaire fait plus que quadrupler, de 9 à 38%. Les engagés sont des enfants d'ouvriers et de petits employés de bureau. La plupart se moquent de la défense du communisme ou de la lutte contre l'impérialisme. Le général Ipitchov, chef de la direction politique de l'armée, tire la sonnette d'alarme. Nos jeunes recrues diffusent des idées politiquement naïves, pacifiques et indifférentes à la guerre menée par nos ennemis de classe. Les idéaux de la révolution bolchevique et de la Grande Guerre patriotique semblent bien loin. Pour cette nouvelle génération de soldats, l'armée, c'est avant tout la garantie de l'emploi et quelques avantages sociaux. Le salaire régulier, le logement de fonction, un bouclier contre la crise économique qui s'installe. Mais à la fin de la décennie 70, l'armée rouge est remise en selle par la crise afghane. Nour Mohamed Taraki, le président afghan au pouvoir depuis 1978, est soutenu par l'URSS. Il est éliminé le 14 septembre 1979 par son Premier ministre, qui veut prendre ses distances avec Moscou. Le Kremlin s'inquiète et brandit la menace d'une intervention armée. Elle est loin de faire l'unanimité. Andrei Gromyko, le ministre des Affaires étrangères, est le plus réticent. Contre qui allons-nous combattre? C'est une affaire interne à l'Afghanistan, objecte-t-il. Brejnev, qui gouverne l'URSS depuis 15 ans, malade et âgé de 73 ans, n'écoute plus que le chef du KGB, Yuri Andropov. Ce dernier assure que l'intervention ne durera que quelques semaines. Les buts de guerre sont limités. Il s'agit d'installer dans ce pays frontalier un gouvernement favorable au Kremlin. En somme, une opération de maintien de l'ordre, comme à Budapest en 1956, comme à Prague en 1968. Le 24 décembre 1979, les 2 premières divisions aéroportées de l'opération Prague atterrissent à Kaboul. Elles exécutent le président autoproclamé et prennent le contrôle des aéroports du pays. 3 jours plus tard, 20 000 hommes équipés d'armes lourdes s'emparent de Kaboul et d'autres villes afghanes. Le Kremlin installe au pouvoir un gouvernement qui lui est favorable et impose ses conseillers à tous les niveaux de l'État. Le 1er janvier 1980, 55 000 soldats soviétiques campent dans le pays.
3 mois plus tard, ils sont 85 000. Pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, l'armée rouge livre bataille. Jusque-là, tout se passe comme prévu. Que peuvent faire ces paysans à pantalon bouffant contre une telle force? Se réjouit trop tôt le maréchal Sokolov. C'était sans compter la détermination des combattants afghans et la faiblesse morale des soldats de l'armée rouge. L'invasion soviétique a provoqué un sursaut de patriotisme et un regain de religiosité dans la population. Les soviétiques sont perçus comme un envahisseur athée qui tente d'imposer la mécréance par la force sur une terre musulmane. Des groupes de combattants se constituent pour leur faire front. Contrairement aux envahisseurs, les moudjahidines connaissent les routes escarpées, les vallées encaissées, le moindre village de leur région. Ils mènent une guérilla efficace, alimentée par les livraisons d'armes américaines et saoudiennes. Face à cette guerre d'embuscade et de harcèlement, les lourds blindés soviétiques sont inadaptés. L'armée rouge perd du terrain. Les moudjahidines ne font pas de prisonniers. Les tortures et les exécutions qu'ils leur réservent horrifient les soldats soviétiques. L'armée rouge n'est pas en reste. Les pillages, les viols sont de plus en plus fréquents. Des villages entiers sont réduits en cendres. En 1983, on estime que 50% des écoles, 60% des hôpitaux et 70% des coopératives agricoles ont été détruits. Aujourd'hui encore, le nombre des victimes civiles demeure un mystère. Chez les soldats comme Yevgeny Koltenikov, le doute s'installe. C'est moi qui avais demandé au bureau de recrutement « Envoyez-moi en Afghanistan ». Aux séances d'instruction politique, on nous racontait des prouesses militaires, des actes de bravoure. C'est vexant d'avoir été aussi crédule.
Les conditions de vie sont bien pires que dans les casernes d'Union soviétique. L'infirmière Tatiana Gaïsenko se rappelle. Nos soldats mouraient pour 3 roubles par mois. Ils mangeaient de la viande véreuse, du poisson avarié. Nous avions tous le scorbut. Là-bas, j'ai perdu mes incisives. Les brimades, l'exploitation violente des jeunes recrues par les soldats expérimentés. Tous les dysfonctionnements de l'armée rouge sont exacerbés en Afghanistan. L'alcool, le hashish et l'héroïne sont les seuls échappatoires. Ça rendait fort, ça libérait de tout, témoigne l'infirmière Tatiana Gaïsenko. Dans cet état, il était plus facile de tuer. On n'avait plus de haine, plus de pitié. C'était facile de mourir. Pour la plupart, les conscrits sont affectés aux avant-postes, ces îlots de solitude, plantés au milieu du désert de rocailles. Ils y restent cantonnés 18 mois sans rien faire, dans l'attente d'une attaque des Moudjahidines. Ils n'ont droit qu'à 10 jours de permission, qu'ils passeront dans des camps de repos sans être autorisés à rentrer chez eux. À la fin de leur service, les conscrits, comme Yevgeny Kotelnikov, sont fermement avertis sur ce qu'ils ont le droit de dire ou non en public. Pas le droit de parler des morts, parce que nous sommes une grande et puissante armée. Nous n'avons pas tiré, pas bombardé, pas empoisonné. Nous sommes une grande armée puissante et saine sur le plan moral. Au pays, l'inquiétude ronge la société soviétique. Chaque famille a un fils, un frère, un cousin dans l'armée rouge. Les victoires ont beau être vantées par les actualités, la fin de leur service est sans cesse reportée. Poser la moindre question risque d'attirer l'attention du KGB. Les familles demeurent dans un flou savamment entretenu par l'État. L'infirmière militaire Tatiana Gaïsenko s'en souvient. Nous ne pouvions même pas écrire la vérité sur l'avis de décès. Quand des garçons sautaient sur des mines, nous écrivions « tué dans un accident de la route » ou « mort d'une intoxication alimentaire ». Dans un cimetière de la banlieue de Minsk, un père s'en indigne. J'ai voulu écrire sur la tombe de mon fils, mort en Afghanistan, mais on nous l'a interdit. C'est nous qui avons payé le fossoyeur pour rajouter RDA pour République démocratique d'Afghanistan. À cause de ces 3 lettres, j'ai été convoqué régulièrement pendant 1 année. Dans le même cimetière, une mère fait effacer l'épitaphe officielle de la tombe de son fils pour y faire inscrire « Au nom de quoi ?» La guerre s'éternise. En 1984, le soutien du président américain Ronald Reagan aux Moudjahidines atteint 280 millions de dollars. L'URSS est exsangue.
en proie à la pénurie et au mécontentement. Mikhaïl Gorbatchev, le nouveau secrétaire général du PCUS, comprend que la guerre ne peut être gagnée. Pour lui, il s'agit de trouver une issue honorable au conflit. До конца 1986 года из Афганистана будут возвращены на родину 6 полков, 1 танковый, 2 мотострелковых и 3 зенитных с их штатной техникой и вооружениями. Pendant que les premiers régiments sont rapatriés d'Afghanistan, 500 familles de soldats exigent des nouvelles de leurs enfants. La création du comité des mères de soldats ébranle le pouvoir. Sous la glasnost, initiée par Gorbatchev, la censure ne s'applique plus. C'est le début du grand déballage. Les silences de l'État, les erreurs stratégiques, les maltraitances, le racisme, les viols. Tout ce qui gangrène l'armée se retrouve sur la place publique. Их насилуют в частях, они бегут в прокуратуру, Бог знает откуда, за помощью. Их вылавливают и опять отправляют в эту же часть. И даже здесь не проверив медицински, их не обследовав. Подонки гладкие сидят в розе. А я буду фашисты. Обрадовали, сделали какие-то душегубы. Похлебку хлебать вас прежде. Никаких вам детей не отдавайте матери. Я последнюю не отдам вам сына. Мне он лежит один. Le 15 février 1989, l'armée rouge jette l'éponge. Les derniers blindés quittent l'Afghanistan. Le conflit aura duré près d'une décennie, 2 fois plus longtemps que la Grande Guerre patriotique. Дома кто ждет? Мать, братья, сестры. А девушка есть? Девушка есть. Et l'histoire s'accélère. Le 9 novembre 1989, la chute du mur de Berlin a ouvert la voie à la réunification allemande. Le 30 septembre 1990, la RDA se retire du pacte de Varsovie. Les démocraties populaires reprennent le contrôle de leur destin et réclament le départ des soviétiques. Plus de 650 000 militaires rentrent avec leurs familles en URSS. La puissance continentale de la Russie soviétique n'est plus. Le plus grand pays du monde est un château de cartes près de s'effondrer. Et l'armée rouge avec lui. Gorbatchev cherche à sauver ce qui peut l'être, mais il est trop tard. Au mois d'août 1991, soutenus par le KGB, des officiers de l'armée rouge qui refusent la disparition de l'URSS tentent un coup de force à Moscou. Cette fois, ce n'est pas à Prague ou à Budapest que les chars se heurtent à la population, mais dans la capitale même de la Russie. Boris Yeltsin, qui a pris la tête de l'opposition à Gorbatchev,
fait barrage au putsch des militaires. Il est propulsé à la présidence de la Nouvelle-Russie. En 1992, l'armée rouge est rebaptisée Force armée de la Fédération de Russie. Elle comptait alors près de 3 millions d'hommes. Restructurée et dégraissée, elle perdra en 20 ans la moitié de ses effectifs. Vladimir Poutine, qui prend le pouvoir le 26 mars 2000, poursuit les transformations engagées par son prédécesseur. Il en profite pour écrire un roman national attrape-tout, qui récupère l'héritage de l'armée rouge, autant que celui des armées tsaristes, ravivant le patriotisme de la population. L'armée rouge a disparu dans la modernité post-soviétique. Mais elle a été élevée au rang de mythe fondateur, de ceux qui racontent l'héroïsme d'un peuple et le destin d'une nation. Cette Russie éternelle qui aura survécu à toutes les tragédies de l'histoire.